peut-être me faire des ennemis, mais ma profonde conviction, c'est que le client n'est pas roi. Je pense qu'il faut casser ce dogme de le client est roi, il a le droit à tout, etc. On peut pas bosser avec tout le monde. On n'a peut-être pas envie ou besoin de bosser avec tout le monde. Il faut vraiment trouver une entreprise qui nous ressemble, des clients qui nous ressemblent, un partenaire qui nous ressemble. Donc c'est là où je pense que réellement le client, il est plus roi. Le commercial, il peut pas faire n'importe quoi non plus. C'est vraiment ce code-là qui, pour moi, il faut jeter à la poubelle complètement. Tu me disais, moi, je fais pas de place à l'émotionnel, je suis très rationnel. Tu peux m'en parler d'ailleurs de ce côté-là? Une décision doit être rationnelle, aller capter des enjeux, aller comprendre le client. Là, on est dans l'empathie, là, on est dans l'émotion. Il faut être rationnel, il faut mettre un peu l'émotion de côté. Un commercial qui n'investit du temps que sur une personne pour résoudre qu'une problématique en oubliant les autres, il fait pas bien son boulot. Qu'il aille à la vente ou pas, ça sera du coup un projet qui ira à l'échec. Je pense qu'aujourd'hui, l'étiquette du commercial qui est là pour vendre à tout prix, ça n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur du gagnant-gagnant. Un commercial est bon quand il comprend les enjeux du client. Un manager doit être acteur aussi de l'employabilité de ses collaborateurs, donc doit leur apporter quelque chose, qu'ils soient dans l'entreprise ou qu'ils la quittent demain. Être commercial ou manager commercial, c'est complètement différent, c'est un autre métier. On fait plus de commerce, on fait faire. Donc s'ils réussissent, c'est un peu grâce à nous. S'ils échouent, c'est aussi à cause de nous. Donc on change complètement. C'est quoi les compétences qu'il faut pour un sales aujourd'hui pour être le sparring partner avec ce type de grosse boîte? On va dire que la première qualité, c'est d'être résilient. Il y a un côté aussi où il faut avoir un peu de l'empathie. Donc en gros, c'est 10 questions que je te pose. Il va falloir être hyper percutant, hyper impactant. Une seule réponse, ça peut être un mot ou une phrase. On a des jokers ou pas? Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast Deal. Deal, c'est le podcast où les Head of Sales, les Chief Sales Officers nous parlent de leurs coulisses commerciales dans leur boîte. Et l'idée, c'est que j'interviewe les plus beaux Head of Sales dans mon réseau, globalement, pour qu'ils nous parlent un peu de leurs coulisses, sur les chiffres, sur les méthodes, sur les échecs. Je sais que vous aimez cette partie-là, sur leurs coulisses commerciales, globalement, qu'on aille disséquer ensemble. Et aujourd'hui, j'invite David qui est Head of Sales d'une super boîte tech qui s'appelle Billink, et il va nous parler justement de tous ces sujets. Bonjour David. Merci beaucoup de m'accueillir, Anna, c'est cool. Avec plaisir. Donc voilà, si tu peux un peu nous définir qui tu es globalement, qu'est-ce qui t'a amené à être Head of Sales, notamment chez Billink, c'est quoi ton parcours globalement? Ouais. Eh bien, rien de très original, je vais être assez honnête avec toi, j'avais pas forcément de plan de carrière commerciale au démarrage. On va dire que c'est un peu un séquencement de bons événements et de bonnes, on va dire de bonnes rencontres. Je vais pas plagier nos amis d'Astérix Obélix sur le sujet. J'ai commencé, on va dire, je suis sorti du bac sans vraiment d'idée réelle en tête. J'ai fait, du coup, je me suis dit, allez, école de commerce, c'est un peu la voie consensuelle, ça m'ouvrira à des portes, on verra ce qui va se passer. Donc chemin faisant, école de commerce, donc j'ai fait 2 écoles de commerce successives du coup pour atteindre le master 2 que j'ai aujourd'hui. Et au final, c'est pendant ces études-là, pendant ces masters, que j'ai eu la possibilité de réaliser du coup 2 alternances. Une première qui était donc à l'Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux. Et la deuxième qui était du coup dans une boîte qui permettait justement d'aller installer des Français directement en Angleterre. Donc j'étais basé typiquement à Londres. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'aime le B2B, c'est ce que je fais, j'ai envie d'en faire, je veux faire de la relation client. Je veux pouvoir construire un réseau, échanger avec du monde et surtout régler des problématiques. Et c'est ça qui a commencé à faire un peu le fondement, on va dire, de la partie commerciale à laquelle j'ai commencé à adhérer. Ok, c'est intéressant ça, tu dis régler des problématiques. Pour toi, c'est ça le vrai métier de commercial, on va dire, c'est de régler des problèmes? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, l'étiquette du commercial qui est là pour vendre à tout prix et on va dire, peu importe quelles en sont les conditions, voilà, ça n'existe plus très, très concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur du gagnant-gagnant. Un commercial est bon quand il comprend les enjeux du client. Il est excellent quand il va apporter une solution un peu custom-made pour aider, pour accélérer aussi l'atteinte des objectifs de ce client. Donc, c'est réellement, en fait, il y a un changement de paradigme dans nos métiers depuis quelques années. Alors, je ne suis pas très vieux, mais j'ai pu le voir aussi un petit peu dans l'évolution et aussi grâce aux cadres dirigeants avec lesquels j'ai pu travailler, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un gros changement sur l'étiquette ou la vision au final du commercial et comment il doit adresser justement les enjeux aujourd'hui qui lui sont, on va dire, adressés. Ok, ça marche.
Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, c'est vraiment le commerce que je kiffe, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de pratiquer tous les jours, globalement. Ouais, c'est quoi le déclic qui t'a permis de savoir, ok, c'est exactement ça que je veux faire? Alors c'est assez drôle parce que le déclic, il est, enfin c'est une anecdote qui est un peu sotte. J'étais devant du coup le logiciel qui s'appelle Opera, donc en hôtellerie à l'Intercontinental, Ok. et j'étais en train d'entrer des cartes de visite à la main. Et des cartes de visite sans que j'ai rencontré les personnes, sans que j'ai pu discuter avec eux. J'étais en call avec ma directrice commerciale pour discuter justement avec les différents tours opérateurs, des grosses boîtes dans le luxe et autres. Ok. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ce qu'elle fait. Ça a été un petit déclic comme ça. Et le second déclic, c'est quand j'ai rencontré Jean-Paul Mounsberger, Mhm. qui est, on va dire, qui était le directeur commercial et directeur des ventes de Red Bull. C'est celui qui a importé Red Bull en France. Mhm. Il a créé sa société et par effet de réseau, j'ai eu la chance de le rejoindre. Et là, j'ai découvert le métier, on va dire, de terrain, le métier où on va à la négociation, où on va chercher le relationnel, où on va chercher à connaître les gens réellement de manière très, très rapprochée. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, OK, bah, c'est pour moi, le relationnel, c'est cette recherche de réponse à des problématiques avec tout le relationnel qu'on peut construire, tout le partenariat qu'on essaye d'insuffler en fait, à une relation commerciale avec ses partenaires, avec ses clients. Ok, c'est intéressant parce que je voulais savoir aussi, tu vois, on a tous été impactés, influencés par un sales, un commercial ou même un manager dans notre carrière. Mmh. Toi, aujourd'hui, ça a été quoi le sales ou le manager qui t'a vraiment inspiré et là où tu t'es dit, ok, waouh, c'est un peu ça que je veux devenir aussi dans ma carrière, on va dire. Eh bien, la personne qui m'a le plus impacté, enfin, il y en a eu plusieurs. Comme je le disais, il y a eu Jean-Paul. On va dire que la personne qui m'a le plus impacté, c'est pas quelqu'un qui a un produit commercial, c'est plutôt quelqu'un qui était dans les opérations, dans la partie plutôt conduite aussi de projet, Mhm. et qui a un petit peu cassé les codes de la vision, entre guillemets, pure commerciale que j'avais. Mhm. Parce que le commerce, c'est le démarrage au final d'une histoire d'entreprise. Mhm. Il y a la production, il y a les opérations, il peut y avoir le produit si on est dans du SaaS. Et donc ça a été un petit peu la connexion avec tout le reste, où le commerce, certes, c'est le commencement, c'est peut-être l'aboutissement, mais c'est juste une pièce de l'échiquier. Mhm. Donc cette personne, c'est Christophe Ariel, mon directeur général actuel, Mhm. avec qui j'ai la chance de bosser depuis 8 ans. Il y a Laurent Delaporte, le président de ma société, aussi, c'est pour ça aussi que je les ai rejoints. Mhm. Donc voilà, il y a eu pas mal de rencontres, mais voilà, ces rencontres-là ont été, on va dire, le cœur, on va dire, de la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Ouais. Ok. Donc comprendre finalement ce qu'on vend en fait, c'est un peu ça ce que tu me dis. C'est C'est au-delà du commerce, ouais, c'est être un technico-commercial ou en tout cas mettre un peu tu vois, le nez sous le capot pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. c'est ça en fait, c'est comprendre ce qu'on vend, pourquoi on le vend, et surtout à qui il faut bien l'adresser. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin de ce qu'une personne peut offrir. On est tous différents, les sociétés ont toutes des stratégies différentes. Et là où en fait on doit être un véritable apport, c'est en accélérant justement l'atteinte des objectifs des personnes avec qui on travaille. Et pour ça, on ne peut pas le faire en ayant cette étiquette de client-fournisseur. On l'est quand on devient un vrai sparring partner en fait, avec ces clients-là. Donc c'est très 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 important. Et on ne le comprend pas tant qu'on n'est que sur la vente en pensant que derrière il ne se passe rien. C'est un séquencement justement d'autres services, d'autres personnes qui vont contribuer au projet, qui vont contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là et justement à l'accélération de la stratégie. Ok. Tu m'en parlais un peu en off, mais en tant que manager, même, tu as managé une grosse équipe. Il me semblait qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes. Enfin, je crois que c'était 80 personnes. Ouais, alors commercialement, directement, c'était pas 80 personnes. En Ok. fait, j'ai eu la chance, donc, au fur et à mesure de mes expériences, je suis arrivé du coup dans une société après avoir rejoint Jean-Paul. Donc, j'ai rejoint du coup Christophe et d'autres personnes au sein d'Experis, qui est une ESN du groupe Manpower. Ok. Et je suis arrivé, on m'a dit tiens, tu as la région Bretagne à gérer, donc tu dois vendre, commercialiser les offres, donc du coup les assistances techniques et les services managés, support, infrastructure et j'en passe, donc plutôt des spécialités IT. Ok. Tu as 3 collaborateurs dans ton portefeuille, tu as un terrain de jeu qui est immense, vas-y, chasse. Donc j'avais un technicien, 2 administrateurs, et donc du coup, quand en ESN, quand on va construire son territoire, on va prospecter, on va chasser, toutes les choses que tu connais particulièrement bien. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on recrute des personnes, quand on les place en mission, quand on va vendre des projets structurés, des services managés, de l'intégration d'outils, parce qu'on commercialisait aussi de l'ITSM,
bah, on arrive à faire grossir cette BU. Donc, avoir besoin d'autres commerciaux qui deviennent des managers commerciaux dans mon équipe, etc., etc. Et puis, chemin faisant, je suis arrivé, donc j'ai récupéré toute la partie Centre-Val de Loire, j'avais toute la Bretagne, et au final, je gérais 90 collaborateurs sur mes derniers instants, dont 4 commerciaux et 2 recruteuses. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes armes en tant que manager commercial, petit à petit, sur à peu près 7 ans, parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir évoluer dans cette société, qui est d'ailleurs cliente de Bilink aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est une super histoire. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu finis par être manager de 90 personnes, dont quelques commerciaux également. C'est ça. Comment tu rythmes tes journées quand tu manages une grosse équipe comme ça, pour être un peu partout, sur tous les terrains, et en particulier sur tes objectifs à toi? C'est en fait, on peut pas tout accumuler. Quand on passe progressivement manager commercial, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fait plus de commerce, on ne fait plus, on fait faire, et puis on donne, on guide, on donne aussi un peu les grandes tendances, on travaille sur des plans d'action, sur la stratégie. Donc s'ils réussissent, c'est un peu grâce à nous, s'ils échouent, c'est aussi à cause de nous. Donc on change complètement. C'est-à-dire qu'être commercial ou manager commercial, c'est complètement différent, c'est un autre métier. Et c'est justement le chemin de pensée en fait qui a fait qu'aujourd'hui j'ai voulu rejoindre Bilink, il y a 4 ans maintenant d'ailleurs, en me disant ok, il y a un changement de paradigme dans mon métier, je deviens manager commercial, je commence à cranter, je vais encore continuer à apprendre, et mon rôle il change, c'est-à-dire que je ne suis plus là pour faire, mais je suis là pour apprendre aux autres à faire ou les faire progresser. Et donc on rentre dans une logique de apprentissage, de montée en compétences, d'accompagnement, etc. Et donc j'ai essayé de combiner à la fois, on va dire, les forces que j'avais sur ce tissu IT, sur justement ce métier commercial, ce début d'expérience managériale, en me disant, OK, ce que j'aime, c'est justement le management, la montée en compétences. Et j'ai choisi une entreprise, du SaaS, donc dans l'IT, pour justement manager toute la partie, toute la solution learning et compétences. Ok. On va en parler justement de Bilink, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es issu du domaine de l'ESN, globalement, du conseil, où tu vendais de la prestation intellectuelle. Alors après, il y avait l'intégration d'outils aussi, donc il y avait du soft aussi, mais globalement, c'est de la prestation intellectuelle, et t'es passé de ça à vendre du SaaS. Moi, ce qu'on n'a pas forcément bossé en off, mais la question que je pourrais te poser, c'est comment s'est fait ce changement entre le fait de vendre du conseil au fait de vendre aujourd'hui du soft? Au final, assez naturellement, c'est au final dans l'offre que l'on avait sur toute la partie IT chez Experis, on avait toute l'intégration et la vente donc du coup d'un SaaS ITSN, donc pour la gestion des tickets, on va dire informatiques pour les DSI, offre sur laquelle j'ai eu un vrai accro, un vrai intérêt, une vraie appétence. Il y avait toute la partie forcément assistance technique, service manager. Et plus on avançait, du coup, et plus je commençais à me senioriser un petit peu dans mon métier, plus j'avais une appétence pour des projets structurés, pour du service managé, pour de l'engagement de résultats, pour du service et du conseil un petit peu plus high level, etc. Et c'est ça, combiné au fait que j'aimais le commerce, que je commençais à être manager, qui a fait que je me suis dit, OK, je vais combiner l'IT, je vais combiner le management commercial, ma volonté aussi de faire progresser et développer cette culture de l'apprentissage, avec la partie SaaS que j'avais pas encore touché du doigt, et c'est comme ça que j'ai choisi Bilink. Ok. Après, il faut le dire aussi que mon directeur commercial et régional à l'époque, Christophe Ariol, était DG du coup de Bilink, donc ça a un petit peu aidé aussi. Ok. Écoute, on a vu pas mal de choses, notamment sur ton parcours. Moi, je voulais aussi t'entendre sur, tu vois, le thème de ce podcast, c'est le sales high level. Oui. Le top sales globalement. Le sales qui ne vend pas du transactionnel, mais va vendre, on va dire, à des grands comptes comme des boîtes comme, je sais pas moi, Arkema, L'Oréal, Decathlon, etc. Première question, c'est quoi les compétences qu'il faut pour un sales aujourd'hui pour être tu l'utilises beaucoup, le sparring partner avec ce type de grosse boîte? On va dire que la première qualité, c'est d'être résilient. Clairement, on est dans un métier qui n'est pas forcément simple. Comme je disais tout à l'heure, si on réussit, c'est un peu grâce à nous. Si on échoue, c'est beaucoup à cause de nous. Donc, il faut être résilient parce que on veut pas toujours discuter avec un commercial, parce que on peut avoir cette petite étiquette dans le dos, parce que c'est une bonne dose d'effort qu'il faut répéter, qu'il faut un peu industrialiser pour arriver justement à une finalité. Donc, c'est surtout ça.
Et il y a un côté aussi où il faut avoir une culture un peu de l'empathie aussi. Il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la vente en effet transactionnelle comme avant. Il faut comprendre les enjeux, pouvoir apporter des solutions concrètes et réellement être un vecteur d'accélération de l'atteinte des objectifs justement des objectifs de nos clients plutôt que simplement vendre un produit, vendre une personne, vendre un service. Ok, hyper intéressant. Après, on parlait des convictions. Moi, j'aime bien poser la question, ok, c'est quoi tes convictions, une ou deux convictions qui va un peu à l'encontre de ce que pense tout le monde sur le métier de commercial. Je sais que tu en as une qui est hyper intéressante. Et voilà, est-ce que tu peux nous le partager et nous dire pourquoi tu penses ça finalement ? Alors intéressante ou clivante, je sais pas. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais ma profonde conviction, c'est que le client n'est pas roi, il est plus roi. Ok. Je dis pas ça pour provoquer, parce qu'en gros, je pense qu'il faut se casser un peu ce dogme de le client est roi, il a le droit à tout, etc. À partir du moment où, on va dire, l'une ou l'autre partie vont aller driver, on va dire, trop insistement vers un objectif qui n'est pas forcément l'objectif commun de l'autre, on arrive déjà en fait à la perte, à un non-succès, à un échec complet d'un projet, d'une vente ou d'une relation. Quand je parle de sparring partner, c'est qu'il faut réellement en fait avoir du coup un consensus commun, une stratégie commune. On peut pas bosser avec tout le monde. On n'a peut-être pas envie ou besoin de bosser avec tout le monde. Il faut vraiment trouver une entreprise qui nous ressemble, des clients qui nous ressemblent, un partenaire qui nous ressemble, et donc du coup être vraiment un sparring partner. Donc c'est là où je pense que réellement le client il est plus roi, le commercial il peut pas faire n'importe quoi non plus. Et c'est vraiment ce code-là qui pour moi il faut jeter à la poubelle complètement. Intéressant, parce que ça vient casser un peu la croyance collective où en fait tout le monde se dit un client c'est un client, il faut absolument l'avoir, etc. Toi tu dis finalement non, le client n'est pas roi, on construit la stratégie ensemble, on est des sparring partners et en même temps on essaye de surqualifier le prospect pour savoir si oui ou non il est dans la cible ou pas. Ça vous est déjà arrivé de disqualifier un prospect, de dire non c'est mort, on travaille pas avec vous? Ça nous arrive, alors on le dit pas de cette manière, mais ça nous arrive, alors pas tous les jours, hein, je vais rester très humble, mais ça nous arrive tous les mois, quasi toutes les semaines. Encore aujourd'hui pour une très très grosse boîte de plus de 90 000 personnes, donc qui peut être substantielle en termes de revenus et de stratégie pour nous. Le fait est qu'au final, aujourd'hui, quand on est dans une posture, on va dire, à ne pas être un sparring partner, à tout accepter, en fait, on va concéder des prix, des délais, peut-être des conditions ou autres qui vont mettre en risque l'une ou l'autre partie. Donc souvent, un fournisseur. Ce qui fait que demain, il va pas forcément délivrer la qualité, il va pas forcément délivrer dans les délais. Il va se mettre aussi en risque sur une stratégie long terme et on va arriver des fois à des situations où on a des pratiques commerciales qui redeviennent agressives parce que justement, on va rechercher de la rentabilité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout positif. Et également, en fait, il y a une multitude de solutions sur le marché. Quand je pense à mon marché à moi, le SaaS du learning et de la partie de la compétence, il y a une multitude de solutions aujourd'hui selon des maturités, selon des enjeux différents. Tu as des concurrents aujourd'hui. Selon des cas d'usage différents, il y a de la place pour tout le monde. Alors forcément, on veut aller chercher le plus de parts de marché. Mais si on est très honnête avec nous-mêmes, on ne peut pas résoudre les problématiques de tout le monde. Peut-être que d'autres y arriveront mieux. C'est aussi pour ça qu'on a créé Bilink, c'est être le lien. C'est que parfois, on va se positionner au juste milieu, au juste besoin, plutôt qu'essayer d'embrasser la totalité de l'écosystème d'un client. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et quand on va aller qualifier justement un client pour savoir si on veut ou pas travailler avec lui, il va y avoir tout ce qui est, on va dire, des grilles un peu technico-fonctionnelles, comme tu en parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi un peu ce cultural fit. C'est-à-dire que est-ce qu'on a envie de travailler avec ces personnes? Est-ce que la stratégie de l'entreprise corrèle avec la nôtre? Est-ce que, en fait, la vision, est-ce qu'on partage la même vision? Est-ce qu'on partage aussi, du coup, un cultural fit, aussi un ADN commun? Et ça, c'est pas systématique au final. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Un client choisit son fournisseur
un fournisseur choisit son client aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, on est sur des relations à égalité. Ok, hyper intéressant. Tu vois, je réfléchis avec un head of sales qui vient d'arriver dans sa boîte, et en fait, c'est une boîte qui n'a pas pignon sur rue, qui n'a pas beaucoup de clients. Est-ce que ça s'adapte aussi à ce type de personnes, ou est-ce que c'est vraiment la stratégie où en fait on a déjà des clients, ça roule pour nous, et donc on choisit le type de client idéal à qui on apporte le plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Quand est-ce qu'on peut adapter ce mindset-là? Est-ce qu'on peut l'adapter tout le temps? Ou pas? Bien sûr, je pense qu'il faut faire du cas par cas. On ne peut pas l'adopter tout le temps. Il peut y avoir, quand on parle de start-up, typiquement, la situation dans laquelle on était il y a quasi 20 ans maintenant, où dans le rachat de sociétés qu'on a fait aussi, on a racheté plusieurs sociétés qui ont fait qu'on était dans un modèle start-up qu'on est venu processer, industrialiser. Il faut l'adapter. Il ne faut pas rester, on va dire, dans une ligne directrice. Parfois, il y a du cas par cas. Il y a des opportunités qui font que... quand on commence tout juste dans une activité, se dire ok, je vais choisir mes clients. Bon, il y a une stratégie d'acquisition au début. Il faut aussi faire des choix, parfois aussi pour de la renommée, des logos intéressants, aussi pour du partage, pour pouvoir rayonner sur un marché. C'est ça. On fait des concessions. C'est un peu comme dans un couple, on fait des concessions pour que ça marche, et c'est très important. Et encore une fois, il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que... nous, on a des clients historiques aujourd'hui qui ont une place privilégiée, on va dire, dans notre cœur aussi, parce qu'ils étaient là dès le début, ils nous ont fait confiance. Et donc, du coup, forcément, on place tous nos clients sur le même pied d'égalité. Mais il y a ce petit appel historique en se disant « Ok, vous nous avez fait confiance ». Voilà. Donc ça, c'est important, et je pense que dans la construction d'une société ou d'une stratégie commerciale, il faut le garder en tête. Ok, cool, parfait. Maintenant, on va s'attaquer à l'entreprise. Donc, B-Link, donc tu l'as rejoint, de ce que je comprends, avec Christophe Fariol, qui était ton ancien manager dans l'entreprise ESN. Et donc, voilà, si tu peux nous parler un peu de la mission de l'entreprise, comment tu es arrivé dans cette boîte, c'est quoi les valeurs, qu'est-ce qui fait que B-Link performe sur son marché, qu'est-ce qui fait que vous avez des belles références. Alors aujourd'hui, B-Link, c'est la contraction de BioLink, donc c'est être le lien. Le lien qu'on essaie vraiment de travailler au sens de notre solution. Donc on a une solution qui s'appelle, c'est Generative L&D Platform, donc Learning and Development Platform. C'est une solution qui est basée sur le développement des compétences et puis toute la partie justement formation, et donc la compétence au service de la formation. Notre réel mantra, on va dire chez nous, c'est d'être le lien dans un écosystème qui parfois est, très souvent d'ailleurs très fragmenté. On va avoir pas mal de nos confrères, on va avoir aussi d'autres solutions aujourd'hui qui font que la problématique de nos clients, c'est d'avoir en fait des choses un petit peu partout, de ne pas avoir un endroit centralisé pour pouvoir gérer toute la partie formation, pour pouvoir gérer efficacement justement le plan de développement des compétences. Donc nous, ce qu'on essaie de résoudre, on le voit avec nos chiffres, on y arrive aujourd'hui, donc on continue à accélérer, c'est justement de résoudre cette peine-là d'un écosystème qui est fragmenté, qui est cassé. Donc c'est notre mantra, BioLink. Pour ça, en fait, on a un triptyque aussi d'offres de valeur. Un qui est technologique, c'est-à-dire l'outil, comment on va l'utiliser. Mais ça, on va dire que, ça me fait mal de le dire, c'est souvent 20% de la problématique. Il y a le service aussi, c'est comment on vous accompagne, comment on va adopter la solution, comment on va l'optimiser, comment on va réussir à retirer un ROI. Ça, souvent, on l'oublie. On va avoir des ROI qui sont très marketing sur des jolis slides, mais on ne pense pas à l'opérationnel et la partie reporting, la partie aussi financement et stratégique de l'outil et du dispositif de formation. Et le dernier, c'est le contenu. C'est-à-dire que une plateforme de formation et des services d'adoption ne sont rien sans du contenu. Et donc, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Calimedia, qui a un LMS également aujourd'hui sur du mid-market, pour des enjeux, on va dire, de plus petites sociétés, mais qui est doté aussi d'un catalogue de contenu sur étagère et d'un studio digital de production sur mesure. Ok. Voilà. Ok. Donc l'outil, c'est intéressant parce que tu dis 20%. Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste un SaaS en fait. Il y avait un autre head of sales que j'avais interviewé qui disait mais non, nous on fait du service as a software. Donc en gros c'est implémentation d'un outil, mais il y a toute une brique sur le service qu'on met en place qu'on voit pas, mais qui a énormément de valeur. C'est ça. Ouais, en fait, aujourd'hui, on rend autonome nos clients à l'utilisation de nos plateformes. Là où on propose du service, c'est pour l'aide à l'adoption, c'est-à-dire comment on va vous aider à accélérer vos dispositifs de formation, parce que mettre en place un dispositif de formation via un outil, via des contenus, c'est bien, mais il faut faire venir les personnes sur la plateforme, il faut les faire rester, il faut les faire revenir, il faut faire en sorte aussi que les dépenses que l'on a aujourd'hui sur un dispositif de formation
soit optimisé et qu'on ait un ROI. Et donc souvent, on oublie ça. On a sur du reporting, on fait du reporting de combien de formations on a fait, les formations réglementaires. On essaie de casser les codes, d'aller plus loin sur l'adoption, sur l'engagement, sur l'optimisation aussi financière du dispositif de formation via nos outils. Et ça passe par le service. Comment on vous aide justement à travailler ça, parce que c'est un changement de paradigme aussi pour les équipes L&D. Souvent, on parle chez nous de casser les codes de la formation en passant le service, le département L&D, le département de la formation, non plus en centre de coût, mais en centre de profit. Donc, comment je vais générer de la valeur, comment je vais optimiser mes budgets pour justement aider à accélérer la stratégie de la société. Parce qu'aujourd'hui, si on n'embarque pas et qu'on ne développe pas les compétences d'une personne, de personnes d'une entreprise, demain, elles ne seront pas efficientes pour produire, pour générer de la valeur, du chiffre d'affaires, etc. Tu as un exemple concret justement d'un moyen d'optimiser le ROI via la formation, je sais pas, sur une population type, voilà, on est pour des commerciaux là, une formation, un contenu qui va les aider à, je sais pas moi, négocier, closer un peu plus, du ROI tangible comme ça. C'est assez marrant que tu m'en parles, parce qu'on était justement en Summit Billing la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, pour présenter toutes nos nouvelles innovations à nos clients et puis aussi pouvoir les partager demain à nos prospects. Il se trouve qu'on a sorti pas mal de fonctionnalités pour justement accélérer ces ROI pour nos clients. Le premier, c'est tout ce qui va être coaching par IA. Donc, avoir un coach IA pour aider à la vente, par exemple. En magasin, je vais aider, conseiller, poser des questions différentes pour pouvoir justement aider un commercial ou un vendeur à mieux vendre ou à mieux cerner les besoins d'un client. On peut avoir aussi des dispositifs où, dans le reporting, en tout cas chez nous, dans notre solution, plutôt que de reporter sur... on a fait X formations en X temps où on a bien complété toutes les formations réglementaires. On a une brique de reporting pour nos clients qui est dédiée à justement quels sont les top contenus ou les flop contenus qui sont les plus visualisés. Qui sont les plus visualisés ou les moins visualisés, avec quel est le budget derrière ces contenus-là, pour se dire ok, on va optimiser cette dépense qu'on avait allouée ici, on va plutôt l'allouer à droite parce que on a moyen de faire encore mieux avec le dispositif que l'on a. Donc c'est vraiment en fait les ROI, on peut les voir à plusieurs endroits, sur l'engagement des collaborateurs, sur l'engagement sur les contenus, sur on va dire le développement des compétences aussi, parce qu'on va faire de l'assessment de compétences, c'est-à-dire donc aller positionner ou évaluer un collaborateur sur ses compétences pour lui recommander via intelligence artificielle demain du coup les bons contenus afin qu'il puisse les consommer au bon moment pour justement l'aider dans sa production, dans son travail au quotidien. Ok, donc il y a une vraie aide en fait au fur et à mesure des moments d'un salarié, peu importe le salarié finalement, ça peut être un commercial, un mec contrôle de gestion ou autre. Tout poste confondu, en effet. Donc nous, on travaille sur des gros référentiels emploi-compétences pour aider toutes les entreprises. D'ailleurs, je ne vais pas lister toutes les entreprises avec lesquelles on a la chance de travailler, mais on travaille avec une bonne partie du CAC 40, SBF 120 et d'autres entreprises aussi internationales, les plus petites entreprises françaises. Et on a tout secteur d'activité. On a de la banque, on a de l'assurance, on a du retail, on a de l'agroalimentaire, on a du secteur aussi du cloud. On a vraiment la chance de fédérer beaucoup de secteurs d'activité, ce qui est hyper enrichissant pour moi et mes équipes. Mais comment vous êtes arrivé à avoir ce type de beau logo finalement ? Avec de la sueur. Mais tu vois, je vois les head of sales qui nous regardent, ils se disent mais ok, donc création de billing, etc. Vous avez dû commencer un peu en transpirant et en acceptant un peu chaque client, mais comment vous arrivez à avoir des belles boîtes, des grands comptes ça a été quoi les leviers que vous avez activés pour aller les convaincre ceux-là ? Il y a plusieurs leviers. Je pense que de toute façon, la première chose, c'est bien connaître, c'est bien définir, on va dire, qui on est, quelle boîte on est, quel produit on veut être demain, quelle vision on a. Donc tu parlais tout à l'heure un peu le why, c'est qu'est-ce que l'on veut résoudre comme problématique. Ça, on l'a trouvé, on l'a construit, on l'a travaillé, on continue à travailler notre produit, nos solutions, notre portefeuille aussi de valeurs pour pouvoir justement aider à soutenir un petit peu toute cette stratégie-là. Après, tout simplement, je pense que tu le connais, c'est là aussi tu nous aides aujourd'hui avec Lead Panda, c'est d'aller qualifier justement les bonnes zones, les bons clients, les bonnes tailles aussi d'entreprises sur lesquelles on pense avoir une plus-value.
Du coup, les contacter, les prospecter, aller aussi faire pas mal de lobbying aujourd'hui. Ok. Parce que l'adoption, on va dire, d'une solution de développement des compétences et de développement aussi de l'offre de formation, c'est avant tout en fait une stratégie d'entreprise qui va ruisseler forcément sur la formation, mais dont tout le monde est acteur. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout simplement, par exemple, tu gères des équipes aussi aujourd'hui. Un manager doit être acteur aussi de l'employabilité de ses collaborateurs, donc doit leur apporter quelque chose, qu'ils soient dans l'entreprise ou qu'ils la quittent demain. Okay. C'est-à-dire développer ses compétences. Ça, on est tous acteurs. Et donc, du coup, on essaie d'évangéliser un petit peu cette parole-là avec nos clients. Et ça ne peut pas se faire avec simplement une personne qui travaille à l'IT ou simplement une personne qui travaille à la formation. C'est un enjeu de société. Donc, on essaie vraiment d'aller travailler un réseau chez chacun de nos clients pour fédérer et être certain qu'on embrasse la totalité des problématiques, qu'elles soient, on va dire, IT, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient reporting, etc. etc. Donc ça, c'est le gros conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de travailler une vraie cartographie de contact, une vraie cartographie des cas d'usage et des pains, on va dire, des clients. Ok, voilà. Ok, hyper clair. Là maintenant, on va parler d'acquisition. C'est vrai que vous mettez en place de l'inbound, de l'outbound. Je vous ai vu aussi sur plein de salons RH. Donc j'imagine qu'il y a de l'investissement qui est lié au marketing. Un petit peu. Le logo commence à être assez connu, etc. Donc voilà, c'est quoi les canaux d'acquisition que vous utilisez aujourd'hui et ceux qui fonctionnent le mieux si tu peux nous le partager. Oui, carrément. Alors, on est une vieille société, entre guillemets, parce qu'on a 20-25 ans d'existence, mais avec les fruits des rachats, du coup, à un moment, on s'est remis un peu dans un modèle un peu start-up. On a vraiment tout industrialisé, tout processé aujourd'hui, mais on a encore des éléments qui sont en construction. Donc, tu connais toute la partie qualification, prospection, on va dire, tout le process, on va dire, et la genèse du métier de commercial. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, sur toute la partie lead generation avec le marketing, parce qu'on participe à des événements, on travaille aussi sur du réseau, on va essayer aussi nous créer des événements nous-mêmes, parce qu'on a plusieurs événements où on va avoir notre Chief Learning Officer Franck Gaillard qui va participer, essayer aussi de contribuer au marché, donner des conseils, etc. Là, ce qu'on est en train de structurer, c'est vraiment toute la partie marketing qui est un petit peu en amont aussi de la partie commerciale, mais qui est une responsabilité commune des deux équipes pour pouvoir avoir justement une base de données plus qualitative, pour pouvoir justement générer des actions commerciales qui sont mieux ciblées, qui sont plus qualitatives, qui sont plus pertinentes, pour pas avoir un effet de on appelle mais la personne n'est pas du tout intéressée parce que c'est pas le bon contact ou c'est pas la bonne problématique ou j'en passe. Donc c'est réellement ça au final le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et le deuxième travail, que ce soit sur les équipes qui gèrent déjà les clients ou ceux qui sont en acquisition de clients, c'est vraiment de faire la grosse cartographie, on en parlait tout à l'heure, de contacts pour aller positionner justement les bons enjeux, le bon lobbying aussi, la bonne stratégie d'influence comme on le dit, parce qu'on voit plein de méthodologies différentes, le spin, le médic, le BANT, etc. Au final, c'est quand même une histoire d'hommes derrière, ou de femmes, de femmes surtout d'ailleurs dans notre milieu. Et du coup, il faut pouvoir capter l'humain, les problématiques et le rapporter à tout niveau confondu. Et sur tous les services, du coup, une résolution à des problématiques. Un commercial qui n'investit du temps que sur une personne pour résoudre qu'une problématique en oubliant les autres, du coup, il ne fait pas bien son boulot. Qu'il aille à la vente ou pas, ça sera du coup un projet qui ira à l'échec parce qu'il n'aura pas embrassé la totalité des problématiques. D'accord. Donc ça, c'est très important. Ok, ça marche. Maintenant, on va parler de recrutement aussi. En gros, là, tu es manager d'une équipe commerciale. Tu manages des sales. Tu les recrutes aussi. Quels sont les sales que tu vas recruter? C'est basé sur quelles compétences? Qu'est-ce qui va faire que ce sales-là, tu le recrutes plutôt qu'un autre? Alors ça, c'est une très très bonne question. Le recrutement, c'est peut-être la partie du job qui est le plus compliqué aujourd'hui. Si on trouve un bon commercial, il saura toujours masquer les petits défauts, etc. Donc c'est toujours très compliqué d'aller chercher justement la bonne compétence ou justement les compétences à développer. Personne n'est parfait. Quand on arrive dans une entreprise, on arrive avec un bagage de compétences, mais un bagage de compétences à développer. Et comme je le disais, c'est de bien positionner, nous en tant que manager, la personne au bon moment, parce que l'entreprise est on va dire un croisement d'événements à une situation donnée. Et c'est est-ce que cette personne, on prend un risque ou elle prend un risque d'arriver dans la société à ce moment-là? Est-ce qu'on a assez à lui apporter en compétences? Est-ce qu'elle a assez de compétences et de bagages pour pouvoir réussir? Donc le principal, la problématique, elle est là aujourd'hui. On recrute plusieurs types de profils. Là, du coup, j'ai plusieurs postes managériaux pour aussi m'aider à accompagner et structurer un petit peu l'équipe, parce qu'on a une équipe de 21 personnes aujourd'hui.
Donc on a des profils de SDR, des profils donc d'account exécutif, des profils CAM également. Donc on a vraiment ces 3, on va dire, fonctions phares aujourd'hui, parce qu'on a découpé le cycle de vente dans une partie qualification chasse, dans la partie justement réponse à appel d'offres et réponse aussi aux enjeux des clients et des problématiques, et puis toute la gestion, les renouvellements et le suivi stratégique au final de ces comptes-là. Donc on a 3 fonctions phares. Du cycle de vente assez simplement qui a été découpé et qui permet justement de responsabiliser chacune des personnes sur un cycle de vente et de devenir vraiment expert de cette partie-là. Et puis je crois que vous nous accompagnez sur la partie SDR avec Leadpanda. Donc, un petit peu, ouais. Voilà. Ok, cool. Recrutement, une fois que tu as recruté la bonne personne, il se passe l'onboarding. L'onboarding, donc c'est globalement l'accueil et le fait qu'il soit dans les meilleures conditions. Pourquoi c'est aussi important que ça, l'onboarding? On en parlait en off, tu m'as dit mais il faut que je parle de l'onboarding. C'est incroyable à quel point c'est important de le faire, parce que c'est une erreur de bâcler cette étape-là. Tu peux nous en parler un peu? Oui, carrément. Chez nous, on est en plein dedans. On a recruté une personne pour dédiée à la performance commerciale, donc qui est un peu mon binôme aujourd'hui, qui aide aussi à construire toute l'académie et le programme d'onboarding, que je salue, que je remercie. Et on a... en fait, si on recrute dans l'urgence parce qu'on a un poste, parce qu'on a une problématique à gérer, parce qu'on a une charge de travail à gérer, qu'on onboard la personne sans avoir vraiment un plan d'accompagnement, un plan d'onboarding, un plan de formation, ça va aller à l'échec. Ou alors on va multiplier le temps d'onboarding, le temps de formation, le temps de monter en compétences. Ça, c'est une grosse erreur qu'on a fait, que j'ai fait dans le passé et qu'aujourd'hui on est en train de résoudre, donc on est en plein dedans. C'est des coûts que l'on ne voit pas mais qui peuvent coûter assez cher en termes de temps, en termes de motivation et de frustration aussi pour la personne qu'on onboard ou même pour nous directement. Et ça se voit sur justement du coup, la génération de pipes, ça se voit sur les résultats, les signatures. On voit qu'un process d'onboarding bien travaillé sur un account exécutif chez nous, avec la maîtrise de tout ce qu'on a à maîtriser, c'est à peu près, on va dire, entre 8 et 10 mois. Sans un onboarding efficace, on peut doubler ces durées-là pour une première signature, pour des premiers résultats commerciaux. Donc, je te laisse calculer le manque à gagner pour l'entreprise, pour la personne. Si déjà, elle ne nous a pas quittés parce qu'elle est frustrée de ne pas signer, un commercial est là pour signer. C'est ce qui le motive un peu tous les jours. Et donc, c'est un réel risque. Et c'est des échecs que j'ai pu vivre dans le passé et qui ont aussi fait que j'ai rejoint Billink pour justement aider un petit peu avec nos solutions à onboarder, à bien former les gens, à bien les développer leurs compétences. C'est typiquement ça. Ok. Donc recrutement, onboarding, maintenant suivi et coaching, on va dire, des sales et management. Déjà, première question, c'est quoi la différence pour toi entre le coaching et le management des commerciaux? C'est 2 choses un peu différentes. C'est-à-dire que manager, c'est piloter, donner, on va dire, un cadre, c'est donner une vision claire, une stratégie claire, un plan d'action clair. Coacher, c'est au quotidien, au demeurant et en adossant justement tout ce cadre et toute cette stratégie, comment je vais coacher la personne pour qu'elle soit plus efficace et performante pour atteindre cet objectif-là ou pour être dans ce cadre-là, pour accomplir ses missions. Donc, c'est 2 choses qui vont ensemble. Dans beaucoup de directions commerciales, c'est 2 postes qui peuvent être séparés, parfois qui peuvent être joints. Aujourd'hui, il est un petit peu joint dans la fonction que j'occupe, mais donc, comme je le disais, on a une académie de directeurs qui gère aussi un peu toute la perf commerciale à monter en compétences. Donc, c'est 2 choses différentes. Aujourd'hui, un directeur commercial qui fait que du coaching, c'est pas un bon directeur commercial. Quand on a des personnes qui sont seniors, qui doivent aller justement adresser des enjeux un petit peu C-level, high-level dans les entreprises, on peut pas se permettre d'avoir un directeur commercial qui est uniquement sur le coaching. Il faut donner une ligne directrice, il faut donner du cadre, il faut donner du process, de l'industrialisation aussi. Et sans ça, sinon, on est perdu. Comment tu fais aujourd'hui pour manager ton équipe commerciale? C'est quoi les KPI que tu vas leur soumettre et suivre avec eux pour savoir si tu es dans la bonne direction? Alors, on a plusieurs types d'indicateurs, donc KPI, OKR, on va dire consensuellement, donc qualitatif, quantitatif au final. Bon, dans le commerce, on est quand même drivé par le quantitatif, par les chiffres. Donc, des choses assez simples, c'est-à-dire que les résultats, c'est, on va dire, une adéquation, une multiplication de pipes que l'on va signer ou pas signer au final.
celui-ci qui est généré par des rendez-vous et des rendez-vous qui sont générés par des appels, donc typiquement. Ok. Donc c'est le nombre de connexions qu'on va avoir. Donc pour un Key Account Manager qui va gérer justement des clients, c'est combien de personnes on a rencontrées au final, combien d'appels on a passé, combien de mails on a pu faire justement pour aller à la rencontre et générer justement des rendez-vous pour parler un peu stratégie, pour parler enjeu learning, enjeu compétences. Pour des AE et SDR, c'est assez simple. Hein. C'est combien d'appels on a passé, combien de contacts on a créés, combien d'entreprises on a pu atteindre et avec qui on a pu se connecter et combien de rendez-vous on a généré. Donc ça, on va dire, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est de là où tout part au final, parce que par prise de rendez-vous, par une action d'appel, on va créer en fait toute cette chaîne d'événements qui à la fin peut-être nous permettront de, on va dire, trier et se dire ok, je veux travailler avec telle personne ou telle personne, telle entreprise ou telle entreprise. Donc on a ces KPI qui sont assez, on va dire, simples. Après on a des KPI aussi et des indicateurs, on va dire plutôt qualitatifs sur la montée en compétences de nos collaborateurs, la maîtrise du pitch de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, des produits, la maîtrise de la démonstration aussi. On essaie vraiment de travailler quelque chose qui va être d'avoir de l'intelligence commerciale. C'est-à-dire que on n'est pas là pour vendre qu'un produit, on est là pour comprendre les enjeux. Et donc, on va avoir tout ce process-là. On a travaillé du coup avec Clémentine, qui est l'Academy Director, avec Laurent Delaporte, notre président, et Christopher, notre directeur général, un pitch ton codir, où en fait, on fait un exercice où justement nos commerciaux viennent pitcher justement sur des cas d'usage spécifiques de clients qu'on a inspirés du réel et donc mesurer justement cette partie un peu qualitative et cette intelligence commerciale pour essayer d'aller aider les clients et non pas juste pousser à la vente. Donc on a tous ces indicateurs-là sur la compétence, sur la partie, on va dire, résultats, rendez-vous, appels, etc. Donc des choses, on va dire, assez classiques dans notre métier. En gros, tu as un sales qui vient en surprise, qui vient au codir et qui vient pitcher un peu l'offre ou une référence client, qui vient pour répondre à des questions, c'est ça ? On organise en fait des demi-journées où on leur donne un cas, c'est-à-dire je suis telle entreprise, je suis l'entreprise X, mon écosystème de formation et mes outils sont ça, ma problématique c'est ça. Okay. Et on voit si vraiment il va aller creuser le besoin plutôt qu'essayer juste de pitcher et de vendre à tout prix. Donc c'est l'intelligence commerciale qu'on veut avoir pour développer, on va dire, des commerciaux vraiment qui vont adresser des besoins à des C-level et justement aller résoudre des problématiques et juste pas vendre un produit. Parce qu'aujourd'hui, c'est courir à sa perte de faire ça. Donc c'est vraiment ce que l'on fait. Donc on organise aussi des journées, des demi-journées comme ça pour aider justement, enfin c'est du coaching au final, on en parlait tout à l'heure. Au-delà justement de ces KPI, on va sur du qualitatif aussi. Donc on fait une adéquation vraiment entre ces deux types d'indicateurs aujourd'hui. Ok. Pour toutes les boîtes tech qui ont beaucoup d'inbound, j'ai l'impression que tu en as aussi pas mal de l'inbound, mais tu vas aller chercher aussi en étant proactif un nombre de rencontres potentielles, etc. Comment on fait pour avoir ce mindset de cette culture de la chasse quand on est une boîte qui est assez connue, qui a pignon sur rue, qui a des beaux comptes, etc., des beaux leads ? Comment on fait pour continuer à se dire « mais non, il faut qu'on continue à appeler et avoir plus haut » ? Alors, je te remercie pour la flatterie. On commence tout juste à être plutôt pas mal connu sur notre marché. Ce n'était pas vraiment le cas il y a quelques années. Et comme on le disait, c'est une stratégie inbound, outbound, etc. Donc, la prospection, toute la partie aussi événementielle, toute la partie aussi un peu livre blanc, référencement aussi avec le marketing. C'est une adéquation des deux. On est sur des métiers aussi qui sont de réseau quand on va vendre des solutions à des grosses entreprises. Donc, il faut vraiment faire une adéquation des deux, avoir des investissements qui sont doubles. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un codir qui a soutenu et qui a investi dans du people, donc dans des commerciaux, en allant chercher parfois les meilleures pépites aussi à la concurrence, en aussi formant des personnes qui avaient un gros potentiel. J'en ai quand même pas mal dans l'équipe. Et aussi en soutenant une stratégie d'investissement dans la partie marketing. Donc, dans l'événementiel, on a peut-être quadruplé notre volume d'événements là, en l'espace de 2 ans. Je pense qu'on a quasi doublé notre budget marketing. On investit aussi, et donc là, on est en train de, comme je disais tout à l'heure, de construire toute la V2 de notre stratégie aussi un peu lead gen marketing et inbound. Donc en fait, c'est un investissement qui est double. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. C'est incroyable ça. Nous, on fait la prospection aussi pour Billink et quand on a des personnes au téléphone, ils connaissent l'entreprise. Et je vous assure comment ça fait du bien de savoir que tu parles à une personne qui connaît déjà ta boîte, qui
t'a déjà vu dans un salon, qui t'a déjà vu dans un événement, qui, de par son ancienne expérience, connaît une personne qui a utilisé l'outil, etc. Donc, la familiarité, c'est quelque chose qui fonctionne énormément et qui ouvre des portes en prospection. T'es en train de me dire que c'est trop simple pour prendre des Non, rendez-vous, c'est ça? Non. c'est pour ça que vous nous avez mis sur des grands comptes. mais non, ce que je dis, c'est les investissements d'un point de vue inbound, marketing et événementiel, salon, peut-être qu'il n'y a pas du ROI tout de suite maintenant, mais nous, on le voit, en tout cas dans la prospection et dans les actions qu'on met en place sur de l'outbound. Au-delà de ça, vous, comment vous le voyez, à quel point ça ruisselle globalement sur tout le cycle de vente, le fait que vous fassiez des événements comme ça? C'est en fait, vu qu'on est dans un métier de réseau où on va partager avec nos pairs, on a besoin de conseils. Comme on le dit, on est dans un mindset où on peut pas travailler avec tout le monde. On est là pour apporter des solutions. Ouais. Quand on arrive, on va dire avec ce mindset-là, avec justement une stratégie qui permet d'aller mieux se faire connaître, on ouvre des portes plus facilement et on fait des connexions qui sont pour aujourd'hui, qui sont pour plus tard. Donc c'est un effet de réseau au final. Et ça, on l'instruit, on le développe beaucoup. Que ça soit à tout niveau de l'entreprise, que ça soit dans nos équipes commerciales, que ça soit aussi dans le comité de direction. Donc on investit beaucoup sur cet effet de réseau, sur quelle est notre contribution, parce qu'on doit contribuer aussi à aider les autres, qu'on travaille ou pas avec ces clients-là. Donc c'est la chose la plus importante aujourd'hui, je pense. Ok, ça marche. On va rentrer un peu dans le détail sur les différents outils que tu utilises aujourd'hui. Vous êtes assez avancé, on va dire, sur les outils, sur l'IA aussi. Globalement, comment tu structures un peu ton organisation? Je crois que tu as HubSpot, globalement, que tu as masterisé. Si tu peux nous en parler, et les différents outils aussi. Bon, on va dire pour un directeur commercial assez simple, le CRM, c'est un peu la Bible. Voilà, donc c'est l'endroit où tout se passe, mais pas que. CRM, souvent, c'est vu comme un peu un outil de reporting, un peu la tâche administrative qu'on n'aime pas trop faire quand on est commercial. Donc nous, on a aussi plugué, on va dire, HubSpot, différents outils qui aident aussi à la vente, qui vont aider justement à aller un petit peu plus loin, automatiser des tâches. Du coup, on a 2-3 outils principaux dont je suis assez fan. Bon, le premier pour la prospection, c'est Aircall, avec tous les enregistrements où on va pouvoir aussi coacher, aider, enregistrer vraiment toute la partie activité de prospection. Donc, on n'a pas besoin de se déconnecter, on est dans HubSpot à un seul moment, on va téléphoner, on va créer nos tâches, etc. Donc ça, c'est assez important. Le deuxième dont je suis assez fan, c'est Prez, donc une solution qui a été développée il n'y a pas forcément très longtemps, qui est un outil qui permet d'enregistrer nos meetings, donc les réunions, les calls, etc. Et qui, avec aussi de l'IA derrière, va pouvoir aussi permettre de générer des comptes rendus qui vont être envoyés automatiquement dans le CRM pour éviter les comptes rendus, pour envoyer des comptes rendus directement aussi à nos clients. Donc ça va permettre de gagner beaucoup de temps sur justement du compte rendu, du reporting et autres. Et, une chose assez fabuleuse, c'est que c'est aussi un outil qui va nous permettre d'aider, donner des conseils. De coacher. Dans le sens de coacher, exactement, où on va détecter quels mots ont été prononcés, quels signaux faibles on a détectés. Donc c'est un vrai outil d'aide à la vente, un vrai outil de pilotage et de coaching qui est impressionnant. Moi, je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an et je suis assez fan. Donc un petit coucou à Vincent Roulois qui se reconnaîtra. Il y a ça, on a différents outils. Nous, on a un petit peu comme le move, un petit peu de l'IA. Donc on a utilisé Claude. Beaucoup de développement de skills, donc de compétences dans Claude, où on utilise pour aller faire de la qualification, pour faire aussi des templates de séquences, pour aller bien préparer aussi des rendez-vous, préparer parfois des propositions commerciales pour bien répondre aux enjeux du client. Un peu complexe parfois parce qu'il faut respecter la RGPD, l'anonymisation des données, mais c'est un outil riche de puissance et qui nous permet vraiment d'automatiser beaucoup de tâches. Donc c'est assez puissant. Et puis notre outil phare, on passe 50% de notre temps dessus, c'est notre plateforme. Donc, nécessairement, on l'utilise beaucoup et c'est ce qu'on utilise aussi pour coacher et développer les compétences de nos commerciaux. Donc on parlait des coordonnées mal chaussées. Là, pour le coup, vous êtes très bien chaussés. Vous êtes en Hermès, j'ai l'impression. Hermès peut-être pas, mais on n'est pas loin. Ok. Donc on a parlé d'outils, de méthodes maintenant. C'est vrai que tu es quelqu'un d'assez structuré, on va dire. Donc on en parlait juste avant et tu me disais, moi, je fais pas de place à l'émotionnel, je suis très rationnel. Si tu peux m'en parler d'ailleurs de ce côté-là rationnel, parce que c'est vrai que dans le métier de sales, il y a quand même pas mal d'émotions. Oui, alors je pense qu'il faut allier les deux. Une décision doit être rationnelle,
Elle doit être basée sur des faits, sur voilà, quelque chose qui a une logique. On va dire que aller capter des enjeux, aller comprendre le client, là, on est dans l'empathie, là, on est dans l'émotion. Parce que si on n'essaie pas de comprendre et de se mettre à la place des autres, on n'arrivera à rien résoudre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont assez différentes et parfois qui sont un petit peu dures à mettre en adéquation, et surtout sur un, on va dire un poste de directeur commercial, de manager, il faut être rationnel, il faut mettre un peu l'émotion de côté, parce que l'émotion ne nous permet pas justement de prendre des décisions qui sont les meilleures décisions pour le collaborateur, pour l'entreprise, pour le client, etc. Donc c'est vraiment être assez factuel, avoir justement l'étendard, on va dire, de toute la situation pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles au regard en fait des enjeux, au regard des problématiques, au regard aussi des objectifs. Ok. Écoute, il y a une conviction que la plupart des gens ont, c'est de toute façon les commerciaux c'est tous des requins, tous des sharks. Ils volent des leads, ils pensent à leur commission, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette conviction adaptée à ton métier, vraiment sur la sales tech? Ils n'ont pas forcément tort. Ok. Mais je mettrai un petit haut là dessus. Je parlais tout à l'heure, au tout début, à l'introduction, du fait qu'il doit être résilient. Donc si on compare un requin qui n'a jamais sa proie et qui y va, je ne vais pas donner de détails, mais ça, en effet, il doit être un requin. Par contre, si c'est un requin pour arriver à ses fins, peu importe le prix, du coup, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on doit être un sparring partner. Donc on doit être vraiment dans une relation gagnant-gagnant. Donc je suis à moitié d'accord avec cette philosophie-là. Et pour moi, c'est pas le rôle du commercial de vendre à tout prix. Encore une fois, c'est pas du tout. J'essaie vraiment de démocratiser cette étiquette et de l'enlever parce que c'est insoutenable. Mais c'est noble, hein, en vrai. C'est pas tout le monde qui le fait, et c'est vrai que se dire bah non, finalement ce client-là, on n'est pas en capacité de lui apporter un maximum de valeur comparé à nos concurrents ou autres, c'est pas tout le monde qui le fait, quoi. En fait, c'est typiquement pour ça aussi. Alors on reste très humble et je prends le compliment quand même pour l'entreprise, mais c'est typiquement aussi pour ça que la stratégie d'entreprise que l'on a, elle est fondée aussi sur un actionnariat qui est privé. On a des banques qui nous soutiennent, qui sont d'ailleurs aussi des clients. Okay. Donc on a un soutien financier, on a des investisseurs aussi qui restent tout à fait raisonnables pour garder un petit peu cette culture et cet ADN d'entreprise, tout en travaillant et grossissant, mais de manière très raisonnable. On soutient une croissance de plus de quasi 30% depuis maintenant 5 ans. On veut continuer. On a triplé notre chiffre d'affaires en 3 ans. On veut le doubler dans les 3 prochaines années aussi. Et c'est typiquement en ayant ce type je pense, de comportement, d'ADN, de cultural fit dans l'entreprise qu'on arrivera justement à faire notre place au fur et à mesure, plutôt que de gagner à tout prix et puis perdre demain autant. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui drive un petit peu notre vision d'entreprise et dont je suis assez fier, que je partage complètement avec les dirigeants. Ok, ça march. Maintenant, on va parler des erreurs. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a fait un petit spoiler dessus, mais dans le podcast Deal, j'interviewe les head of sales et je leur pose la question, c'est quoi l'erreur qui t'a coûté le plus cher et que tu pourrais nous partager? L'erreur, la difficulté, l'échec, et c'est quoi la leçon que t'en as tirée derrière? Je vais te donner un peu un mélange de ce qu'on disait sur l'onboarding et sur l'émotion. On est tous humains, on a tous des sentiments, on a tous aussi, quand on est commercial et qu'on a un petit peu cette envie aussi de réussir, de donner la chance. Moi, on m'a donné ma chance, on va dire, dans mes débuts. J'ai eu, comme je dis, succession de bons événements, les bonnes personnes que j'ai croisées à certains moments, qui ont fait que je suis arrivé à des endroits. On m'a donné ma chance, j'ai progressé, etc. J'en suis très content, j'en suis très fier. Et du coup, parfois, j'ai voulu le rendre. Sauf que en basant trop sur l'émotion certaines décisions, parfois, en fait, on va un peu au-delà justement de ce que l'on cherche à faire, de l'objectif, et on oublie aussi toutes les décisions rationnelles qui devraient être prises. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il n'y a encore pas forcément hyper longtemps, de me dire ok, bon, j'ai un bon feeling, cette personne ça en vaut le coup, allez, on va mettre le paquet sur l'onboarding. Et en fait il s'est avéré que c'était pas des mauvaises personnes, c'était pas des mauvais commerciaux. C'est juste que l'arrivée, la situation dans laquelle on est dans l'entreprise, qui est une excellente situation, mais qui fait qu'on a assez peu de temps pour onboarder les personnes ou pour les monter en compétences sur un poste donné, a fait que assez rapidement, ces personnes ont été en décrochage.
Du coup, en fait, elles ont pris un risque en nous rejoignant et aussi en nous quittant. Nous, on a pris un risque, on a forcément dépensé un petit peu d'argent, les onboardants, les salaires, etc. Et ce qui fait qu'en fait, ça a généré quelque chose qui n'est pas forcément hyper sain. Parce qu'on s'est dit, OK, j'ai un instinct, j'ai un bon feeling, il a du potentiel, on y va. Même si parfois les personnes ont du potentiel, parfois si on a un bon feeling, c'est pas forcément le bon moment. Et donc je me suis rendu compte que c'est souvent une histoire de rythme et que en ayant des décisions rationnelles et basées sur du factuel, on arrive à se rendre compte que ok, c'est une bonne personne, mais peut-être pas pour maintenant, pour plus tard. C'est pas le bon moment ni pour elle ni pour moi. Et donc il faut pas laisser place à l'émotion. Et donc ça a été une erreur qui est très certainement que je vais continuer à faire. Moi, je l'espère pas, mais je vais continuer à faire demain et qui est quelque chose qu'on mesure pas quand on est directeur commercial, parce qu'on pense aux résultats, on pense à une affaire qu'on a perdue, on pense à un pipe qu'on n'a pas généré, un appel qu'on n'a pas passé, un appel d'offre qu'on a loupé, mais on pense pas justement à ce côté recrutement, onboarding et on va dire un peu l'efficience commerciale qu'on doit avoir quand on travaille avec un commercial. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer. Et qui coûte, je pense, très très cher pour pas plagier justement un livre qui est qu'est-ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte très cher. Ok. Donc l'onboarding, onboarder bien, recruter bien, parce que c'est vraiment lié, le recrutement et derrière l'onboarding. Donc ouais, c'est ça l'erreur que tu pourrais partager. Le métier de manager commercial, tu l'as dit, tu as l'aspect commercial, donc tu es sur des gros deals, globalement, où tu dois rassurer ton client, ton prospect, être là, intervenir aux bonnes étapes. Mais derrière, tu as aussi le métier de manager, où tu vas devoir manager, coacher tes sales. Quelle est la casquette que tu préfères parmi les deux et la casquette qui t'apporte le plus de challenge au quotidien? Je pense que toutes les casquettes me vont bien. J'aime bien un petit peu être couteau suisse, toucher à tout, être dans le relationnel. Encore une fois, c'est ce qui me plaît dans le métier de manager. Tout comme j'ai été commercial, je voulais résoudre des problématiques. En étant manager commercial, je vais aider à résoudre les problématiques des personnes que je vais manager, des personnes que je vais accompagner au quotidien. Okay. Donc c'est un petit peu le même framework, j'ai envie de dire, et la même logique. Mais on va dire avec des actions, avec des tâches qui sont un peu différentes, avec des missions qui sont différentes. Moi, ce qui vraiment me passionne, c'est de me dire que demain, on a réussi, en fait, on a levé des problématiques, on va dire, de fond, de transformation d'entreprise, transformation, on va dire, aussi des équipes, etc. Et on arrive à trouver justement le bon process, le bon mode opératoire, le bon consensus qui va nous permettre d'atteindre cet objectif et de gagner du temps. Et ça, pour moi, c'est essentiel, c'est que souvent, on court après le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, du coup, si on arrive justement à résoudre une problématique qui nous permet de gagner en temps, gagner en efficacité, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, ce que je vais essayer d'aller chercher, en fait, je suis quelqu'un qui est le râleur un peu positif, mais dès que j'arrête de râler, c'est que ça va pas, parce que justement, je trouve pas de problématique à résoudre. Et c'est un peu ma passion, de me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut aller améliorer, qu'est-ce que l'on peut, justement, à quoi on peut contribuer, qu'est-ce que l'on peut aider à faire. Et donc, ça, c'est vraiment aller travailler avec tous les commerciaux aujourd'hui pour les aider davantage. Et donc, si on leur apporte pas quelque chose, du coup, demain, ils ont plus d'intérêt à bosser pour l'entreprise, ils ont plus d'intérêt à bosser pour vous. Moi, j'ai appris de ça d'un de mes premiers commerciaux, c'est que si on arrête d'apprendre, c'est qu'on n'a plus rien à faire dans l'entreprise. Et ça, c'est un peu on va dire le parfait exemple de si le manager n'aide pas justement à développer les compétences ou s'il n'aide pas à résoudre des problématiques et son quotidien, le commercial, il va être frustré, il va s'empâter et il va vouloir partir à un moment. Donc ça, c'est vraiment ce qui me passionne réellement. Au-delà un peu justement tout l'accompagnement stratégique qu'on peut avoir chez nos clients. Là, je me suis vraiment attaché à ta question sur le management commercial. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Ok, mais ça se voit, t'es un builder en fait. Tu construis des fondations, tu structures des choses pour que ça puisse tenir sur le long terme. C'est ça qui te fait vibrer. Clairement. Et puis on va dire, comme je disais, j'ai eu la chance qu'on me donne ma chance au fur et à mesure du temps à me construire. On me donne les moyens, on investit, etc.
S'il n'y a pas de challenge, au final, il n'y a pas de goal à la victoire. Donc c'est vraiment ça qui est hyper intéressant, et c'est ce qui me motive tous les jours. C'est que si on démarre quelque chose qu'il faut juste un petit peu accélérer, où tout est déjà fait, ça m'intéresse pas. Je vais en perdre mes cheveux peut-être un jour, mais je préfère vraiment essayer de construire quelque chose, contribuer à quelque chose, et se dire ok, demain on a contribué, on a réussi à construire vraiment en fait une entreprise, une solution, une équipe qui demain quasi pourrait être en autopilote. J'ai envie de dire aussi qu'un bon directeur commercial, un bon manager commercial, demain s'il n'est pas là, c'est que ça doit marcher aussi sans lui. Donc ça doit être un apport, mais ça doit marcher. Donc j'essaye vraiment de construire ça avec le soutien de tout le comité de direction, et je pense qu'on commence à y arriver un petit peu. Ok. C'était lié un peu à ma question sur les skills pour un head of sales qui est hyper inspirant. Là, ce matin, j'ai eu 2 personnes différentes. J'en ai eu un qui était hyper introverti, mais qui par contre est une brute quand il parle, et là, sur la structure, sur les outils, il est vraiment au top. Et j'en ai eu un autre où lui, pour le coup, il était hyper extraverti, il a une énergie débordante, et en fait, il considère que un bon manager, c'est quelqu'un aussi qui inspire et qui parle fort, etc. C'est quoi pour toi un bon manager commercial ? Comment tu arrives à accompagner tes équipes à avoir une vision et à les driver notamment sur ta vision ? Je pense que je vais être dans un entre-deux des 2 personnes que tu as accueillies peut-être aujourd'hui. Donc à la fois un peu introverti, à la fois un peu extroverti, c'est toi qui me le diras. Cet entre-deux-là, moi je le vois comme, on va dire, quelqu'un qui va être entre l'inspiration et le contributeur. C'est-à-dire qu'un manager qui est directif, qui n'est pas participatif, ça ne marche plus, encore moins avec les générations d'aujourd'hui. Donc il faut laisser de la place, tout autant que d'être justement un petit peu, mettre un cadre, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir justement donner une ligne directrice, des méthodes, des process, etc. Donc je pense qu'il faut être un petit peu entre les deux. Donc parler fort... Ouais, je souscris de temps en temps, pas complètement. Je vais pas brusquer ton autre interlocuteur, mais il faut être au juste milieu. Et en fait, il faut avoir une intelligence, je pense, situationnelle, laisser la place au bon moment, intervenir au bon moment. Bon, j'ai la fâcheuse habitude de parler un petit peu trop, et donc du coup de prendre un peu trop de place, et j'arrête pas de dire à mes commerciaux, tu me dis de me taire, tu m'envoies un Teams, voilà, tu me calmes entre guillemets. C'est important parce que il faut que chacun génère la valeur, et tout ne doit pas reposer sur une tête. Donc je pense qu'on est à la juste milieu entre le participatif directif, entre l'extraverti et l'introverti. Je pense qu'il faut vraiment être au juste milieu. Et je pense que c'est ce que j'incarne aujourd'hui, c'est ce que je fais. Puis dans une entreprise, il n'y a pas que le directeur commercial, il y a un directeur produit, il y a un directeur général, il y a un président, il y a un directeur financier, et j'en passe. Chacun a son mot à dire, forcément, d'autres plus que certains, mais on doit tous être un petit bout d'inspiration, et donc on doit tous incarner la stratégie de la société avec justement le ruissellement sur notre fonction. Donc je pense que c'est un peu un consensus partagé, et voilà, il faut arriver à être un peu dans le juste milieu, à mon avis. Ok, ça marche. Maintenant, on va passer au Rapid Fire Deal. Donc, en gros, c'est 10 questions que je te pose. Et il va falloir être hyper percutant, hyper impactant, ou c'est en gros une seule réponse. Ça peut être un mot ou une phrase. Mais la première... De quoi ? On a des jokers ou pas ? Ça dépend. Allez, on va faire un joker. Mais c'est 10 questions. Et puis voilà. La première question, c'est l'outil sales que tu ne pourrais ne plus enlever à ton équipe. Prez. Ok. Le livre ou la ressource qui a changé ta vision de la vente. Never Split the Difference de Chris Voss. Donc un vrai outil de négociation hyper intéressant. Il y a des traductions françaises aussi, donc super intéressant. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a appris ce livre-là ? C'est toute la stratégie de négociation qui n'est pas forcément appliquée qu'à la vente. C'est toute la psychologie aussi. Aujourd'hui, quand on est dans une relation humaine, que ce soit commerciale ou autre, en fait, on est dans la psychologie, on est dans comment on va interpréter, comment on va pouvoir discuter, comment on va pouvoir influencer positivement. Donc on parle de manipulation, souvent manipulation positive. Bande de manipulateurs. Voilà, c'est ça. Étymologiquement, la manipulation, c'est pas négatif. Ouais. C'est la sociologie qui a fait, c'est la société qui a fait que c'est devenu négatif. Mais tout le monde manipule tout le monde. Tout ça, c'est un peu cette inspiration-là qu'il a de cet esprit négociateur qui est très intéressant, très enrichissant. Ouais. Ok, cool. Troisième question, la compétence principale que tu regardes quand tu veux recruter un top sales. La résilience et la capacité à rebondir. Un head of sales ou un CEO que tu respectes, et pourquoi ?
Aujourd'hui, ça va être, je pense que ça va être du coup mon président, mon directeur général, directement. Ok, tu lui enverras la vidéo. Voilà. La 5e question, c'est le KPI que tu regardes en premier dès que tu arrives le lundi matin. Le KPI que je regarde directement, c'est les rendez-vous. Le nombre de rendez-vous et quels sont les rendez-vous et quels ont été l'objectif et la finalité de ces rendez-vous. Ouais. Ok. La croyance sur la vente que tu avais il y a 5 ans et que tu as complètement jetée aujourd'hui. Et ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le client n'est pas roi. Ok. Voilà. Plutôt cold call ou cold email? Cold call. Pourquoi? Parce que l'échange humain, c'est toujours mieux, plutôt que d'être derrière un écran, derrière un mail, de pouvoir discuter avec les gens, comprendre. On en dit toujours plus au téléphone, on en dit toujours plus dans une relation, on va dire, verbale que par un mail ou par une lecture. Il n'y a pas de ton non plus dans un mail. Donc, en fait, on enlève tout le plaisir du relationnel dans un email. Ok. Le 16 le plus performant que tu aies jamais vu, il avait quoi que les autres n'avaient pas? Ce qu'on disait tout à l'heure, la résilience. Une foutue tête dure qui, peu importe les échecs, peu importe les réussites, il va signer X deal, dépasser l'objectif, y continuer, y perdre, y continuer. Ça, c'est le plus important. Ouais. Ok. Si tu devais recruter ton top sales demain, ta première question d'entretien? Alors, je suis certain que je l'ai déjà dans l'équipe. Voilà, un petit message à mes équipes. La première question que je poserai, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir avec nous réellement, parce que s'il ne partage pas, on va dire, un peu les fondations de ce que nous, on veut faire, il n'en comprendra pas, on va dire, les rudiments de notre stratégie, réellement ce que l'on va accomplir avec notre solution, notre société. Donc, c'est une question qui est très vague, mais les réponses sont assez intéressantes quand on les pose. Ça part un petit peu parfois dans tous les sens, et en fait, on voit dans des questions très vagues ce que les personnes, on va dire, n'ont pas préparé, au final, pour un entretien. Okay. Le commercial est malin, donc il prépare en général. Dernière question, un peu piquante, mais le dernier sales que tu as dû virer, c'était pourquoi? C'était justement parce que on s'est dit on va lui donner sa chance. Ouais. On sent un potentiel. Je me suis vu en lui il y a quelques années. Et au final, je pense que c'était pas le bon moment pour l'entreprise d'onboarder une personne qui avait du potentiel, mais qui aujourd'hui avait besoin de beaucoup plus de structuration et de temps que ce qu'on pouvait lui accorder. Donc voilà, c'était vraiment ça. Ok. Merci à toi pour ce podcast, c'était hyper intéressant. Dis-nous un peu, Billing, si tu devais faire un peu pas de la pub, mais en tout cas, voilà, nous dire quels sont les prospects que tu recherches et comment prendre contact avec vous. Ouais, alors pour prendre contact avec nous, c'est sales@billing.com, tout simplement. Nous, sur ce que l'on va dire défend, j'en ai parlé un petit peu tout au long de notre interview, c'est... on est vraiment donc une solution pour le développement des compétences et une solution donc pour le management aussi du dispositif de formation, donc ce qu'on appelle consensuellement LXP, LMS, TMS et LRS, donc plein de mots savants et plein de mots un petit peu fous. On a pour, on va dire, pour mission d'optimiser la formation, qu'elle soit sur un volet budgétaire, sur un volet administratif, sur un volet contenu, sur un volet aussi d'adoption. Donc comme je disais, on a vraiment un triptyque aujourd'hui, donc technologie, service, contenu, au service de nos solutions, LXP, LMS, TMS, et des contenus sur mesure et sur étagère qu'on propose. On travaille avec la plupart des sociétés aujourd'hui, enfin les différentes tailles de sociétés. Donc nous, on catégorise, on va dire, les sociétés de plus de 2000, donc des moyennes ETI, très grosses ETI qui sont à plus de 50 000, qu'on va plutôt adresser avec les solutions et l'offre de valeur que l'on a chez Billing. Pour les sociétés de plus petite taille, on va plutôt l'adresser avec Calimedia, qui résout mieux des enjeux, on va dire, de mid-market ou de petites ETI, grosses ETI, entre guillemets. Et ça, on va dire, tout confondu sur la formation, sur le contenu. Ok, cool. Bon, si vous êtes intéressé, prenez contact avec David, sales@billing.com. Super. Merci à tous pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est les premiers podcasts, ça va arriver. On va accueillir d'autres Head of Sales de boîtes tech, notamment si vous en connaissez et que vous voulez qu'ils soient dans le podcast. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message directement sur LinkedIn ou par mail à anas@leadpanda.fr. J'étais hyper content d'accueillir David du coup dans ce podcast. Et puis je vous dis à bientôt.